Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être là. Merci Johan pour l'invitation. Je pense qu'on va passer une journée extrêmement riche en débat et que je vais apprendre plein de choses. Et si je peux apporter ma toute petite et néanmoins modeste contribution à la réflexion, je serai heureux de pouvoir le faire. Donc moi je ne suis pas juriste, hein, je suis économiste. D'ailleurs je pense être le seul économiste aujourd'hui. Et quand bien même j'ai fait une thèse qui est vraiment à la confluence de l'économie et du droit, j'utilise le droit ou je m'intéresse au droit pour les dimensions économiques qu'il peut porter. C'est-à-dire que je vais regarder si les règles de droit, les règles de régulation sont efficientes. Éventuellement, je peux aussi être porteur de propositions pour écrire la règle qui aille dans le sens d'une meilleure efficience de long terme sur le plan économique. Je vais regarder également si les décisions qui peuvent être prises dans le cas de certains contentieux concurrentiels participent ou non de l'amélioration de l'efficience économique et de la génération de surplus. Donc je reste quand même fondamentalement un économiste qui s'intéresse évidemment à la création de richesse, à la création de surplus et à la bonne adéquation entre l'offre et la demande. Maintenant, cette parenthèse étant refermée, je m'intéresse évidemment aux jeux vidéo puisque ma spécialité c'est l'économie et la régulation de la tech et notamment dans les industries culturelles et créatives. Et quand Johan m'a proposé de venir aujourd'hui pour participer à cette journée, évidemment j'ai sauté sur l'occasion parce que les liens entre l'économie, les règles de droit qui sont mises en place ou qui sont en train d'être mises en place, qui sont encore en gestation, et les comportements des acteurs sur le marché, qu'il s'agisse des joueurs ou des offreurs, des producteurs de jeux vidéo, évidemment sont extrêmement interconnectés et font l'objet aujourd'hui de recherches et de réflexions sur le plan académique qui sont extrêmement stimulantes et auxquelles moi j'attends participer très modestement. Euh, on parle aujourd'hui d'économie de surveillance. On a même parlé tout à l'heure de capitalisme de surveillance. Et c'est vrai que le jeu vidéo, parce que il est nativement digital et qu'aujourd'hui il est intégralement connecté, le jeu vidéo, et, effectivement participe de ce capitalisme de surveillance. Je vous en dirai deux, trois mots tout à l'heure. Mais avant ça, il faut peut-être parler des lignes de force. Et en accord avec Johan, je me suis dit que cette prise de parole introductive pourrait être intéressante pour expliquer sur le plan macro ce qui se passe actuellement sur cette industrie et ce qui en découle en fait de la façon dont l'industrie est en train de se transformer sous nos yeux au moment où on se parle. Ce qui a changé vraiment fondamentalement, c'est ça. C'est cette petite infographie que j'ai fignolée, j'ai terminé en fait cette nuit péniblement. Ce qui change, c'est ça en fait. C'est que cette industrie en fait est devenue une industrie massive. Il est bien loin le temps où la Mega Drive et la Super Nintendo, qui étaient déjà des consoles de quatrième ou de troisième génération, se vendaient en cumulé à péniblement 100 millions d'exemplaires. La PlayStation 2, à elle toute seule, faisait quasiment 200 millions de ventes, en fait. Ce qui a changé, c'est fondamentalement ça. C'est que le jeu vidéo, de génération de console en génération de console, si on ne parle que des consoles, mais il faudrait ajouter évidemment à ce graphique-là les consoles portables, il faudrait ajouter le jeu PC et aujourd'hui le jeu mobile qui est très largement dominant, est devenu une industrie massive qui parle à l'essentiel des personnes qui peuplent la planète aujourd'hui. Il y a énormément de joueurs, plusieurs milliards de joueurs, et notamment plusieurs centaines de millions de joueurs qu'on appelle réguliers. Donc à partir de là, on a changé de dimension. Le jeu vidéo n'est plus un marché de niche, c'est un marché massif. Ce n'est plus quelque chose qu'on pourrait qualifier de contre-culture, c'est quelque chose qui fait partie de la culture dominante. Et quand on a un énorme marché qui se constitue, évidemment, ça appelle de très gros intérêts économiques. D'autant plus que dans le même temps, on le distingue un petit peu sur ce graphique, les systèmes de jeux vidéo se sont très largement complexifiés. Le temps est révolu de ce qu'on appelle un petit peu l'âge d'or du jeu vidéo de façon un peu romantique et romancée, où David Perry et ses équipes, Peter Molyneux et ses toutes petites équipes extrêmement resserrées pouvaient créer un jeu en quelques mois, limite dans leur grenier. Ça, c'est terminé. Si vous terminez n'importe quel jeu AAA aujourd'hui, si vous allez regarder les credits à la fin du jeu, lorsque vous le terminez, vous allez voir des centaines, des milliers de noms en fait qui vont défiler, et c'est autant de personnes qui ont participé à la construction de ce jeu vidéo. Donc, pourquoi il y a autant de personnes qui participent à ces jeux vidéo? C'est parce qu'aujourd'hui, le niveau de compétence qui est nécessaire pour pouvoir créer des jeux vidéo, il est
pluriel, il est monumental, et il faut des très 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 grosses équipes, évidemment derrière beaucoup de salaires à verser, pour pouvoir créer des jeux vidéo aussi ambitieux qu'un Red Dead Redemption 2 par exemple, ou un Call of Duty, ou un GTA 6 par exemple. Donc, qui dit complexification des jeux, dit aussi des coûts de production et d'édition qui sont sans commune mesure avec ce qui existait avant. Et donc ça va amener en fait l'industrie à se transformer, à muter. Et derrière la mutation de l'industrie, et encore une fois, j'insiste, hein, en tant qu'économiste, en tant qu'enseignant-chercheur en économie, je n'ai pas de jugement de valeur à apporter. Moi, j'essaie d'apporter des éléments de réflexion, et vous m'entendrez rarement dire c'est super ou c'est pas bien. Donc, quand un marché devient une industrie, quand une industrie se cristallise autour d'un certain modèle, ben, il y a des choses qui se passent, et ça se passe aujourd'hui dans le jeu vidéo comme ça a pu se passer dans la métallurgie ou dans l'automobile il y a déjà des décennies. Il y a de la financiarisation. Cette financiarisation, elle apporte les moyens financiers qui sont nécessaires pour développer un jeu comme Red Dead Redemption qui a coûté environ 700 à 800 millions de dollars de coûts de développement et de marketing. Cette financiarisation, elle permet aussi de valider des équipes, projets de plusieurs centaines de personnes avec des salaires à verser. Elle permet aussi d'apporter des moyens technologiques pour que les équipes puissent travailler dans des conditions de productivité qui soient décentes. Mais elle amène aussi son cortège de rationalisation, elle amène aussi son cortège de pression au niveau des équipes de production et aussi de pression sur les résultats commerciaux des jeux. Ce qui va amener aussi les éditeurs à surveiller de plus en plus les tendances de joueurs pour être sûr de bien analyser en amont de la prise de décision, de la mise en production d'un jeu, les jeux qui ont le plus de chances de réaliser des succès commerciaux. J'y reviendrai dans une petite seconde. Mais donc, il y a de la financiarisation, il y a de la professionnalisation, et il y a de la rationalisation, et ça, c'est le cocktail qui est indépassable de tout marché qui devient une industrie. Le jeu vidéo aujourd'hui est une industrie comme une autre, avec ses côtés clairs de la force et ses côtés obscurs de la force. Mais en tout cas, c'est parce que cette industrie est devenue une industrie, c'est parce que aussi on s'est professionnalisé que les acteurs du jeu vidéo ont pu et ont eu intérêt à mettre les joueurs sous surveillance. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on a des autorités publiques qui mettent de plus en plus les acteurs du jeu vidéo sous surveillance. C'est les deux en même temps. Hein, je fais un petit peu du Macron là, mais c'est les deux en même temps. Alors si je devais parler de la surveillance d'abord des joueurs. On a un petit peu parlé en propos introductif, mais effectivement aujourd'hui, les joueurs sont mieux connus qu'ils ne l'étaient il y a 10-15 ans en arrière. Pourquoi? Parce que les consoles sont connectées, parce que les systèmes de jeu sont connectés, parce qu'il n'y a pas que les consoles, il y a les PC, évidemment les téléphones mobiles. Et donc ça nous permet d'analyser les comportements des joueurs nettement plus facilement, rapidement et distinctement que ça n'était le cas il y a quelques années en arrière. Donc le fait d'analyser ces données par des algorithmes de big data permet à des éditeurs de pouvoir se dire les jeux qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, qui ont la meilleure espérance de rentabilisation, ce sont des jeux de ce type-là, de ce type-là, de ce type-là. Ce qui pousse à une certaine uniformisation des gameplays, qui peut d'ailleurs par ailleurs parfois dérouter les joueurs, pour ne pas dire les lasser, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ça va au-delà de la surveillance. Ça va au-delà parce qu'aujourd'hui, le jeu est non plus perçu comme une expérience en one-shot, mais plutôt comme un jeu vendu comme un service. L'idée, c'est de rentabiliser le jeu vidéo, non pas uniquement sur la vente initiale du jeu vidéo, qui parfois d'ailleurs peut, sous certains modèles qu'on appelle les freemium, être donné gratuitement, mais sur l'ensemble des services qu'on va pouvoir éventuellement promouvoir à travers le jeu vidéo durant tout son cycle de vie. Donc ça va être des DLC, ça va être des microtransactions, ça va être des systèmes d'abonnement, etc., etc., etc. Et tout ça dans une logique d'optimisation de la rentabilité du jeu vidéo. Et si les éditeurs aujourd'hui sont de plus en plus friands de ce type de modèles économiques, c'est parce qu'ils ont analysé par la surveillance des joueurs que ça fonctionne. Que le système de microtransactions est aujourd'hui un système extrêmement rentable. Que le système de lootbox est extrêmement rentable. Et donc quand vous commencez à avoir des pratiques de marché qui changent du fait des phénomènes que je viens de vous décrire, on a des autorités publiques qui commencent à s'intéresser à ce qui se passe.
parce qu'ils voient des comportements qui peuvent être des comportements à risque, notamment des comportements extrêmement addictifs. Parce que ça aussi, en fait, par l'analyse des données des joueurs, par le truchement algorithmique, on peut créer et maximiser en fait l'engagement des joueurs sans trop se soucier du temps qu'ils vont passer devant leurs écrans ou des actions qu'ils vont faire derrière leur clavier. Parce que quelque part, c'est plus notre responsabilité. En fait, l'autorité publique peut rappeler que dans certains cas, c'est la responsabilité des acteurs du marché que de faire attention aux comportements déviants, addictifs, compulsifs que peuvent avoir certains joueurs vis-à-vis de pratiques que les éditeurs mettent en place et dont ils sont responsables en vérité. Les lootbox, c'est un bon cas d'espèce. Les lootbox, c'est quoi? En bon français, c'est les coffres à butin. Aujourd'hui, on a des jeux qui sont entièrement, alors ça peut être des jeux traditionnels, ça peut être des jeux un peu plus nouvelle génération qui sont basés sur des NFT, mais on a des jeux qui sont complètement pensés par les développeurs et pensés par des économistes, toujours dans cette optique de maximisation de la rentabilité, comme reposant essentiellement sur la capacité en fait de l'entreprise à générer des microtransactions pendant un très long cycle de vie. Ok, génial. Parmi ces microtransactions, il y a ce qu'on appelle les lootbox. Les lootbox, donc c'est les coffres à butin, c'est l'achat par le joueur de coffres, de pochettes surprises en fait, dont le contenu n'est révélé qu'a posteriori de l'acte d'achat. Donc en fait, vous achetez quelque chose dont vous savez qu'en fait ça vous sera utile dans le jeu, mais vous ne découvrez le contenu et donc la valeur réelle de ce que vous avez acheté en tant que gameplay, mais également une valeur économique parce qu'il peut y avoir des systèmes de revente et d'échange des produits qui ont été lootés dans ces box-là. Vous ne le découvrez qu'à posteriori de l'acte d'achat. Et une autorité de régulation comme l'Argel, ça m'intéresse. Autorité de régulation comme l'Argel qui aujourd'hui surveille les activités non seulement dans la sphère vidéoludique, mais en fait dans la sphère des casinotiers, les activités de jeux d'argent et de hasard, elle se dit, tiens, ça ressemble quand même furieusement à un jeu d'argent et de hasard, puisqu'il y a une mise initiale de la part d'un joueur contre une espérance de gain qui est complètement aléatoire et qui peut avoir une valeur économique spéculative en cas de revente. Ça ressemble quand même furieusement à de l'économie de casino, donc ça nous intéresse. Ça nous intéresse d'autant plus quand il n'y a pas de surveillance de joueurs très compulsifs tels que celle qui peut être imposée dans les casinos, par exemple, et ça nous intéresse d'autant plus quand beaucoup de ces joueurs qui s'adonnent à la microtransaction sont des mineurs. Donc, tout un tas d'autorités de régulation, notamment l'Argel en France, se sont intéressées à ce genre de choses. Et aujourd'hui, les réflexions sont encore en cours. Il y a des positions extrêmement drastiques, comme la Belgique a décidé d'interdire la vente de lootbox purement et simplement. Les Pays-Bas l'ont encadré de façon tellement stricte que c'est quasiment une quasi-interdiction. Et puis d'autres législations qui aujourd'hui, on sont encore en train de réfléchir, de savoir comment est-ce qu'on encadre et qu'est-ce qu'on met comme régime derrière de sanctions éventuelles pour les acteurs qui feraient preuve de très grande laxisme, pour ne pas dire complètement d'irresponsabilité. Et ça, voilà, c'est le genre de choses qui sont en train de se passer dans l'industrie. Il y a aussi d'autres choses qui se passent dans l'industrie du fait de sa financiarisation et des enjeux économiques qui peut y avoir derrière, et notamment les phénomènes de concentration. Phénomènes de concentration qui, en fait, poussent les studios, des très gros éditeurs généralement à racheter de plus petits éditeurs à des fins de rationalisation, à des fins de contrôle de davantage d'actifs stratégiques comme les licences de jeux, les franchises, qui aujourd'hui, dans les bilans financiers des entreprises sont des actifs qui sont extrêmement valorisés. Donc ça intéresse le monde financier parce que ça permet derrière de faire des effets de levier, évidemment. On a donc des frénésies, on a vu sur les 10 dernières années une accélération en fait, des rachats de studios. Et évidemment, le principal auquel on pense dans cette frénésie de rachat, c'est le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Pourquoi? Parce que en fait, quand Microsoft met un peu plus de 80 milliards de dollars pour acheter Activision Blizzard, il fait ni plus ni moins que l'une des 10 plus grosses acquisitions de l'histoire de l'économie, quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose de massif, de colossal. Et quand vous avez des actes de concentration de ce type-là qui engagent ce type de montant, évidemment les autorités de concurrence, ça les intéresse. Ça les intéresse parce que ce que l'on veut derrière s'assurer, c'est de s'assurer que à l'issue de la concentration, de l'opération de fusion-acquisition, il ne va pas y avoir une telle concentration de pouvoir de marché entre les mains d'un trop faible nombre d'acteurs qui pourrait derrière en fait arriver à des situations non pas de monopolisation mais d'oligopole à frange qui seraient en fait défavorables du point de vue de l'intérêt du consommateur parce que ça permettrait aux entreprises
de faire des effets de levier, ça permettrait aux entreprises aussi d'augmenter de façon considérable le prix des jeux, mais aussi du point de vue de l'industrie, en cassant les dynamiques concurrentielles qui peuvent être à l'œuvre et qui sont favorables généralement à la fois sur le plan industriel par la génération d'emplois et la diversification des jeux qui peuvent être créés, et également du point de vue du consommateur qui bénéficie d'une offre de jeux plus élargie et généralement de prises de risques qui sont supérieures. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les autorités de régulation du monde entier? Parce que quand vous avez Microsoft, Activision, Blizzard, vous êtes face à deux multinationales qui sont présentes sur quasiment tous les marchés du monde. Donc on a eu un peu plus d'une centaine d'autorités de régulation, d'autorités de concurrence en fait, qui se sont prononcées sur la validité de cette offre d'acquisition de Microsoft sur Activision Blizzard. Et le principal point d'achoppement, c'était de s'assurer que Microsoft ne profiterait pas de l'acquisition de Activision Blizzard et donc de toutes les licences qui sont derrière, des licences aussi fortes que StarCraft, que World of Warcraft et évidemment Call of Duty, pour les réserver à ces systèmes de jeux, qu'ils soient Windows ou Xbox, de façon à dire à tous les consommateurs de Call of Duty, et il y en a plus de 500 millions quand même sur la planète, hein, de dire si vous voulez continuer à jouer Call of Duty, c'est sur Xbox ou Windows que ça se passe. Utiliser une position acquise par le biais d'une puissance financière et non pas par les mérites sur le marché de l'édition, pour devenir dominant ou extrêmement fort sur le marché des systèmes de jeux, puisque Microsoft est verticalement intégré. Donc Microsoft a dû apporter des gages de bonne foi à l'ensemble des autorités de régulation pour dire non, on ne réservera pas Call of Duty en exclusivité aux joueurs de système Xbox ou Windows, de façon à, on en prend l'engagement pendant 10 ans, de façon à ce que les autorités de surveillance, les autorités de concurrence valident cette offre d'achat, sans quoi Microsoft n'aurait pas pu le faire, quand bien même il l'aurait voulu, il avait les moyens financiers de le faire. Donc c'est aussi ça la surveillance des marchés. Et puis un dernier élément de réflexion, je reste là parce que j'ai l'impression que je suis long, c'est que qui dit nouvelle pratique, nouveau business model, dit en fait qu'il y a des choses qui apparaissent qui sont fondamentalement nouvelles. Les opérations de concentration, on sait les traiter, ça date pas d'hier. Mais il y a des choses qui sont nouvelles. L'e-sport, par exemple, c'est nouveau. C'est nouveau. Et les pratiques de diffusion et les pratiques de paris sur les compétitions e-sport, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et quand vous avez des nouveaux comportements qui répondent à de nouvelles offres sur lesquelles reposent de nouveaux business models qui se mettent en place sur le jeu, du fait des intérêts économiques des uns, du fait de nouveaux usages qui intéressent la demande, eh bien on a des questions nouvelles qui se posent aux régulateurs ou aux autorités de surveillance en fait. Dans le cas des paris sur l'e-sport, la question c'est de savoir est-ce qu'il faut tout simplement les légaliser, est-ce qu'il faut les libéraliser ou est-ce qu'il faut les interdire? Ces questions elles sont vivaces, elles sont tenaces et dans le cadre de la conversation, parce que j'ai l'impression que j'ai dépassé mon temps de parole, Johan, si tu m'interroges dessus, je vous expliquerai pourquoi, du point de vue de l'économiste, la position de la Belgique, par exemple, sur les lootbox ne fait pas sens sur le plan économique, mais également sur la question que je viens de vous poser de la légalisation ou de la libéralisation des paris sportifs sur l'e-sport, une interdiction ne ferait pas sens sur le plan économique. Je pourrais vous en expliquer les raisons tout à l'heure, si je suis interrogé sur la question. Voilà. C'est une remarque technique, c'est que l'Argel a laissé place à l'autorité nationale des jeux en 2020 et qui chapeaute un peu tout ça. Et puis si tu avais des précisions à donner sur pourquoi la Belgique fait tel mauvais chemin, je serais curieux. Comme ça laisse un peu de temps à notre collègue se préparer. En fait, la position de la Belgique revient à créer un régime d'exception pour la chose numérique relativement à ce qui se passe dans la sphère physique. Le business model des lootbox, il n'est pas différent de celui de la pochette surprise qu'on peut aller acheter de façon totalement libre et légale dans n'importe quelle boulangerie du coin. Mais en étant un peu plus sérieux, le business model de la lootbox, c'est le business model des cartes Panini, en vente légale.
puisqu'on achète des paquets qui sont scellés, on découvre les cartes une fois qu'on les a achetées, ces cartes ont une valeur économique, notamment celles qui sont rares, parce qu'il y a aujourd'hui un marché de l'échange et de la revente de cartes et d'albums Panini. Encore plus marquant, les cartes Magic. Les cartes Magic, c'est exactement ça. Pour celles et ceux qui connaissent Magic the Gathering, le business model de Magic the Gathering, depuis le début, c'est ça. C'est on achète des packs de cartes qui sont scellées, des cartes qui ont une valeur de gameplay qui sont différentes. Il y a des cartes qui sont rares, des cartes qui sont moins rares, des cartes qui sont puissantes, des cartes qui sont moins puissantes. Et il y a un marché de la revente des cartes Magic avec une cote officielle, tout ce qui est le plus officiel. En France, c'était Lotus Noir qui l'a donné cette cote-là, par exemple, le magazine Lotus Noir. Et on s'est jamais posé la question de savoir si on devait l'encadrer ou pas, ce marché-là. On s'est jamais posé la question de savoir si c'était des mineurs, pas des mineurs qui allaient les acheter dans le buraliste du coin, quoi. Et le lootbox, en vérité, qui aujourd'hui répond à la fois à une demande, on en a parlé, mais aussi répond à des besoins de financiarisation de l'industrie, face à des jeux, encore une fois, qui coûtent de plus en plus cher à produire, qui emploient de plus en plus de personnes, bah, les interdire per se, alors qu'on autorise les mêmes pratiques, exactement les mêmes, sur la sphère physique, bah en vérité, ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens et ça prive l'industrie de ressources financières qui sont aujourd'hui indispensables en fait à la poursuite du développement technologique et du développement de jeux qui coûtent de plus en plus cher. Donc voilà l'élément de réponse que je peux apporter, mais je préfère un encadrement qu'une interdiction. Voilà. Donc voilà, je vais commencer ma présentation. Donc je suis Sarah Dotis Martinez, doctorante à l'Université de Namur en Belgique. Je réalise une thèse en sciences de l'information et de la communication. Et aujourd'hui, ma présentation, elle va tourner autour d'une question. Ça va être comment est-ce qu'un jeu-service comme Fortnite s'appuie sur la collecte et l'exploitation des données des joueurs et comment cela se traduit-il concrètement en jeu, donc à travers des mécanismes de jeu. Donc pour répondre à cette question, je vais commencer par un bref point théorique sur l'économie, donc ça va rejoindre un petit peu la présentation qu'on vient d'avoir, et sur la plateformisation du jeu vidéo avant de nous plonger dans l'univers de Fortnite à travers notamment une analyse de certains mécanismes de jeu et aussi une analyse de la politique de confidentialité d'Epic Games qui est l'éditeur de Fortnite. Alors pour commencer, donc on peut distinguer deux grands modèles économiques du jeu vidéo. Donc comme on l'a dit, on va avoir ce qu'on appelle le jeu service, le game as a service en anglais, qui est un modèle qui regroupe en fait des jeux qui vont chercher à générer des revenus sur le long terme au-delà de l'acquisition. L'acquisition peut être gratuite et payante, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément que ça soit gratuit, mais le modèle économique du jeu, ça va vraiment être de générer des revenus sur le long terme. Et ça s'oppose au traditionnel modèle du jeu produit, donc, qui était un produit fini qu'on achetait une fois, et après, il n'était plus question de dépenser de l'argent lorsqu'on jouait. La plupart des gains sont donc gratuits, mais quand ils ne sont pas gratuits, et même s'ils sont gratuits, on va avoir trois autres grandes sources de monétisation, donc les microtransactions, la vente d'espaces publicitaires et la vente de données des utilisateurs à des tiers. La popularisation de ces jeux-services va être à l'origine d'un phénomène connexe qui est la plateformisation du jeu vidéo. Alors traditionnellement, le terme plateformisation, il peut désigner dans l'industrie vidéoludique la mise en réseau des consoles et le développement de la vente dématérialisée des contenus vidéoludiques à travers des plateformes comme Steam par exemple. Mais dans ma recherche, j'utilise le terme plateformisation pour en fait expliquer comment est-ce que le jeu vidéo en lui-même, donc dans son fonctionnement, s'apparente de plus en plus à une plateforme numérique comme Facebook ou Amazon par exemple, dans son modèle économique. Alors, qu'est-ce qu'une plateforme? Une plateforme, c'est avant tout une infrastructure numérique qui met en relation différents groupes d'individus. Donc elle a trois grandes caractéristiques. Elle met en relation plusieurs groupes d'usagers. Elle va s'appuyer sur des effets de réseau qui soient directs ou indirects. Pour ne pas rentrer dans le détail, brièvement, ça veut dire que plus il y a d'utilisateurs, plus la plateforme a de la valeur. Et elle va placer la marchandisation des données des utilisateurs au cœur de son fonctionnement économique. Donc c'est vraiment une mine d'or qui rapporte gros. Avec l'avènement des jeux vidéo, aujourd'hui, on a beaucoup de jeux qui vont partager ces trois caractéristiques. Donc, ils vont mettre en relation plusieurs groupes d'usagers. On va avoir par exemple des utilisateurs comme clients, des éditeurs et développeurs comme prestataires ou encore des annonceurs, donc ils se retrouvent tous au sein du jeu. Et ils vont s'appuyer sur des effets de réseau direct et indirect. Et surtout,
il s'appuie sur la collecte et l'analyse des données pour notamment optimiser le fonctionnement et personnaliser l'expérience de jeu, favoriser les microtransactions, vendre des espaces publicitaires et revendre ces données à des tiers. Donc les données sont vraiment une mine d'or pour ces jeux-là et ce qui est intéressant, c'est que dans le but de collecter toujours plus de données, la rétention des joueurs et le maintien de leur activité vont se présenter désormais comme des objectifs essentiels à l'industrie vidéoludique. Plus un joueur joue, plus il produit des données, donc on a tout intérêt à le maintenir en fait dans l'activité vidéoludique. Donc voilà pour la brève partie théorique. Maintenant, on va s'intéresser à un cas concret, Fortnite. Donc sorti en 2017, Fortnite est un jeu-service développé et édité par Epic Games. Même s'il propose un mode de jeu, un mode histoire payant, moi dans ma recherche je me concentre vraiment sur l'accès, tout ce qui est accessible gratuitement dans le jeu, donc la version free-to-play avec notamment le célèbre mode Battle Royale qui a rendu le jeu très célèbre. Donc les analyses qui vont suivre, elles sont issues de ma recherche qui est qualitative et qui se déroule pour l'instant en 2 temps. Donc tout d'abord, je me concentre sur Fortnite, le jeu, je mets le jeu entre guillemets, parce que quand on est sur Fortnite, on ne joue pas forcément, c'est-à-dire ok, on lance des parties, mais à côté de ça, on a vraiment des interfaces, un magasin, en fait, c'est plein de choses. Fortnite, c'est pas juste un jeu. Donc, je me suis plongée pendant une dizaine d'heures dans cet univers de Fortnite entre juillet et août 2024. Je me suis mise, ma position, c'était vraiment de traduire, retranscrire l'expérience d'un joueur lambda. Donc, j'ai pas été chercher dans les petits recoins sombres du jeu. C'était vraiment de voir ce à quoi un joueur lambda pouvait être confronté lorsqu'il jouait, naviguait sur Fortnite. Donc, ces sessions, elles ont été enregistrées et elles sont toujours en cours d'analyse. Et j'ai également réalisé une analyse de contenu thématique de la politique de confidentialité d'Epic Games, donc la version qui était une mise à jour du 2 juin 2024. Dans la suite, je fais le choix de commencer par vous présenter mon analyse sur les mécanismes de jeu pour contextualiser l'expérience de joueurs et les systèmes de rétention et de maintien de l'activité auxquels ils sont confrontés. C'est aussi pour vous donner un peu une vision pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas bien Fortnite, de ce qui se joue dans Fortnite, de ce à quoi ça ressemble, de ce à quoi vraiment l'expérience du joueur ressemble. Et ensuite, on terminera par la lecture de la politique de confidentialité et de ce qui ressort. Alors, pour les mécanismes, ici dans la présentation, je vais me concentrer sur 2 grandes catégories qui vont viser à influencer directement l'engagement temporel des joueurs. Donc d'abord, le système de progression et de récompense qui est continu, et ensuite tout ce qui concerne les contenus éphémères. Alors, au niveau des progressions et récompenses, il faut savoir que quasi l'ensemble de l'expérience du joueur de Fortnite va se construire autour d'un système de progression et de récompense continue. C'est plus particulièrement ce qu'on appelle le pass de combat. Donc, le pass de combat, c'est vraiment le cœur de Fortnite. Donc, voici un exemple de pass de combat. C'est un système de progression avec des niveaux à gravir et des récompenses cosmétiques à débloquer. Alors cosmétiques parce que ce sont des récompenses qui a priori ne vont pas avoir d'impact direct sur la performance du joueur, elles ne vont pas le rendre plus fort, elles ne vont pas lui donner plus de points de vie par exemple. Et donc le joueur gravit en niveau et il a des récompenses à débloquer à chaque palier. Pour monter en niveau, les joueurs doivent accumuler des points d'expérience. Et pour cela, il suffit de jouer, entre grands guillemets de nouveau, c'est-à-dire de lancer des parties, mais aussi, par exemple, d'accomplir des quêtes qui vont permettre de progresser beaucoup plus efficacement dans ce pass de combat. Il existe actuellement plusieurs passes de combat, enfin actuellement, ça c'était cet été, mais encore maintenant, il existe vraiment plusieurs passes de combat qui sont actifs en même temps, ce qui va donc multiplier les niveaux et récompenses à déverrouiller et donc les objectifs à atteindre. Donc tout ça, ce sont des passes qui sont actifs en même temps pour un joueur qui jouait cet été dans Fortnite. Donc, si j'en ai repris 3, mais il y en a parfois plus que 3. Alors, si on se penche sur les quêtes, donc qui permettent de progresser plus efficacement dans les passes, on se rend compte également qu'elles sont multiples et variées. Donc ici à gauche, on a différentes catégories de quêtes et à chaque fois, pour chaque catégorie, on a une multitude de quêtes. Donc on a encore une fois plein d'objectifs à atteindre dans Fortnite. Voilà. Ce système de progression et de récompense se traduit également par des notifications régulières. Donc, lorsqu'on joue, on est constamment notifié sur notre progression, quand on gagne des points d'expérience, quand on monte en niveau, quand on progresse dans une quête. Et ces notifications, elles vont rythmer les sessions et permettre au joueur de garder un œil sur sa progression et sur les différents objectifs qu'il peut atteindre. Donc là, c'est un
une capture d'écran d'une partie de Battle Royale que j'ai réalisée. Il y a plein d'informations sur cet écran. On voit que j'ai réalisé une élimination au milieu, donc j'ai gagné 1750 points d'expérience, ce qui me permet de résoudre une quête, d'éliminer des joueurs adverses. Donc j'ai résolu une quête, donc j'ai encore gagné des points d'expérience. Et en dessous, on remarque de cette notification que j'ai progressé dans mon niveau et que donc voilà, je suis au niveau 32 et on voit le niveau de progression voilà, dans mon niveau. Ce que je souhaite souligner ici, c'est que sur Fortnite, le joueur a toujours quelque chose à faire, en fait, un niveau à gagner, une récompense à débloquer, une quête à terminer, et ça même au cours d'une seule et même session de jeu. Donc par exemple là, c'est je termine ma partie, j'ai un récap de tout ce que j'ai réalisé, des points d'expérience obtenus, de ma progression dans mes quêtes, et en haut à droite, on a également, on voit 60 000 points d'expérience avant le niveau 5. Donc voilà, ça met encore un objectif dans la tête. Donc voilà, il y a toujours quelque chose à faire quand on joue à Fortnite. Ce système de progression, il marque un glissement par rapport à la core loop classique qui a été décrite par le game designer Luton en 2013. Donc dans cette dernière, c'est un schéma, une représentation en fait de l'expérience basique du joueur lorsqu'il joue et du système d'engagement. Donc comment est-ce qu'on engage un joueur. Ici, dans cette illustration, la récompense est avant tout un moyen d'améliorer ses performances dans le jeu et de devenir plus fort et efficace. C'est-à-dire que le joueur, il va jouer, donc il va réaliser des actions dans le but d'obtenir des récompenses, mais surtout dans le but de devenir plus fort, de s'améliorer pour pouvoir relancer la partie et être encore meilleur. Dans Fortnite, ce que j'observe est un peu différent. C'est-à-dire qu'on va avoir un joueur qui va accomplir des quêtes. En retour, il va gagner des points d'expérience qui vont le faire progresser dans le pass de combat et débloquer des récompenses cosmétiques. Son nouvel objectif, ça va plus être d'améliorer ses performances, mais simplement d'atteindre le niveau suivant pour obtenir encore plus de récompenses. Il va donc rejouer plus pour mieux performer, mais pour continuer à progresser. Donc là où avant, la récompense, elle servait le jeu à devenir plus performant, le jeu devient finalement un phénomène, un moyen d'obtenir la récompense. C'est-à-dire que l'intérêt pour le joueur dans Fortnite, finalement, c'est plus d'avoir une récompense pour devenir plus fort et pour jouer, mais c'est plutôt d'utiliser le jeu comme moyen d'obtenir la récompense. Alors, après ce système de progression et de récompense continue qui est déjà très engageant, Fortnite met en place tout un système de contenu éphémère. C'est-à-dire que dans Fortnite, presque tout a une durée limitée. Le jeu, il va être rythmé par des saisons qui changent régulièrement, chacune apportant de nouveaux passes de combat, de nouveaux cosmétiques et des habillages inédits. Et ce renouvellement constant, il va donner une impression de nouveauté, même si dans le fond, en fait, l'expérience de jeu va rester la même, mais ça va vraiment créer une contrainte temporelle pour le joueur. Donc le pass de combat que le joueur doit progresser pour gagner des récompenses, on va voir qu'il a une date limite, donc il se termine le 16 août. Le deuxième pass de combat, il se termine le 6 août. Donc on a une temporalité qui est différente. On va avoir les quêtes. Donc ici, les quêtes, on voit que chaque catégorie a aussi ses dates limites. Donc on a les voiles maudites qui correspondent notamment au pass de combat Pirates des Caraïbes. Elles se terminent dans une semaine. Les quêtes du dessous aussi. On va avoir un autre événement en Pototop, c'est dans 6 jours. On va même avoir des quêtes quotidiennes qui s'actualisent quotidiennement. Donc, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le joueur ne peut pas progresser à son propre rythme et il doit vraiment, en fait, s'il souhaite progresser, se plier aux exigences du jeu. Je ne vais pas rentrer dans le système de monétisation et de microtransactions, mais la boutique aussi est actualisée tous les jours. Donc le joueur est vraiment invité à se connecter régulièrement pour ne rien rater, et Fortnite joue vraiment sur cet aspect de il y a du nouveau contenu tout le temps et c'est toujours du contenu inédit, nouveau qu'il ne faut pas louper, et donc le joueur a vraiment intérêt à se connecter régulièrement. Donc c'est fini pour l'analyse, l'aperçu des mécanismes qui s'intègrent vraiment au cœur de l'expérience de jeu, mais on va comprendre comment le joueur, ça nous permet de comprendre comment le joueur est amené vraiment à jouer toujours plus, donc à produire toujours plus de données. Et donc on va maintenant se pencher sur la politique de confidentialité. Petit disclaimer, je ne suis pas juriste, donc moi, ma lecture et mon analyse, c'est vraiment comment est-ce qu'un joueur lambda va comprendre ce document, comment est-ce qu'il peut comprendre comment sont utilisées ces données. On pourra rebondir après avec peut-être des discussions de juristes. Donc mon analyse de ce document, elle a été encadrée par 4 questions. Qui collecte les données? Quelles sont les données collectées? À quel moment elles sont collectées? Et à quoi servent-elles? Alors, qui?
Oui, avant qui, il faut savoir que la politique de confidentialité, elle n'est pas propre à Fortnite, elle concerne tous les services d'Epic Games. Donc on ne peut pas savoir déjà ce qui concerne notre activité sur Fortnite uniquement. Alors qui? Les données, elles peuvent être collectées et partagées par, pour reprendre les termes d'Epic Games, les services Epic Games, des prestataires de services, on ne sait pas qui, mais des prestataires de services, et des tiers, on ne sait pas qui, mais des tiers. Quoi? Parmi les données collectées, on peut distinguer les données qui sont fournies par le joueur lui-même, donc lorsqu'il remplit des formulaires notamment, par exemple au moment de l'inscription, des données collectées automatiquement par Epic Games, comme je cite, des informations sur votre expérience de jeu ou votre utilisation d'application, vos achats, l'application utilisée ou le jeu auquel vous jouez, la durée et les moments d'utilisation et de jeu, les essais de jouabilité, la progression et les résultats, les préférences sauvegardées, les rapports de crash. Et troisièmement, les données fournies par des partenaires. Par exemple, si on décide d'associer notre compte Epic Games à notre compte Facebook. Quand? À quel moment nos données sont collectées? Ces données, donc, elles vont être collectées dès qu'on utilise les services Epic Games, lors de la création d'un compte, lorsqu'on joue, lorsqu'on est sur le client ou encore qu'on navigue sur les sites web d'Epic Games. Mais c'est pas tout. Elles vont aussi être collectées quand on est actif sur d'autres services, dès qu'on va interagir en fait avec du contenu qui est en lien avec Epic Games. Donc le cas le plus simple, si on est sur un site web et qu'il y a une publicité Epic Games qui apparaît sur le côté et qu'on va passer la souris dessus ou cliquer, voilà, ça va être collecté également par Epic Games. Utilisation. Donc ça, ce sont de nouveau un petit peu ce que Epic Games annonce faire avec nos données. On retrouve, c'est pas exhaustif, mais création et gestion des comptes, développement et amélioration des services, personnalisation de l'expérience, promotion des services et sécurisation des services. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Pour un joueur lambda, ce qui va ressortir, c'est qu'on ne sait finalement pas grand-chose concernant la collecte et l'utilisation de nos données. On fait face à des termes qui sont vraiment très flous et très larges, qui veulent tout et rien dire. Les prestataires et tiers ne sont jamais nommés. Il est vraiment difficile d'avoir un regard éclairé sur la question, alors qu'il est demandé qu'on demande notre consentement quand on s'inscrit sur Fortnite pour utiliser ces services. Alors pour conclure, donc on observe aujourd'hui dans l'industrie vidéoludique un véritable phénomène de plateformisation des jeux vidéo, avec des mécanismes qui servent cette économie de données qui vont être désormais vraiment intégrés au cœur de l'expérience de jeu, c'est-à-dire que ce ne sont pas des mécanismes qui sont un petit peu plaqués sur le jeu dans le but de collecter des données, c'est-à-dire qu'on joue à Fortnite, on participe à cette économie, parce que, comme on l'a vu, par exemple, le système de progression, c'est le cœur de Fortnite, et si on veut jouer à Fortnite, en fait, on est obligé de se plier à cette économie et aux exigences de cette industrie. Pour l'anecdote, Fortnite fait appel à Amazon Web Services pour le stockage et le traitement de ces données. Donc voilà, c'est une information qu'il faut vraiment aller chercher sur des recoins très business d'Internet, mais donc voilà, on est dans les GAFAM. Cette évolution de l'industrie d'utilisation de nos données, elle va soulever des questions importantes quant à la surveillance des joueurs et au pouvoir, en fait, à ce qui est possible pour le joueur de faire contre cette utilisation. Et j'aimerais terminer ma présentation avec 2 pistes de réflexion. Tout d'abord, donc ça concerne plus mon domaine. Donc ma thèse, elle porte sur les pratiques vidéoludiques des jeunes, en fait, et plus particulièrement sur les pratiques des jeux, sur les jeux Fortnite, Minecraft et Roblox, donc qui sont 3 jeux services très populaires chez les jeunes. Et donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que ces enjeux, en fait, ils sont aujourd'hui que très peu intégrés dans tout ce qui est éducation aux médias. C'est-à-dire que ce sont des choses dont on ne parle pas. On va encore être très fort sur les questions d'addiction, violence, mais de façon très large, alors qu'il y a des problématiques qui sont beaucoup plus auxquelles les joueurs sont vraiment confrontés et qui sont beaucoup plus inquiétantes de mon point de vue, et pertinente. Et donc c'est vraiment crucial que toutes ces questions, elles fassent partie d'une sensibilisation plus large quant aux pratiques vidéoludiques, qu'on soit conscient en fait de ce dont il est question quand on joue aux jeux vidéo. Et pour envoyer la balle un petit peu aux juristes, je pense qu'il est vraiment important de réguler ces jeux plateformes, de les responsabiliser aussi, et d'exiger davantage de transparence. Aujourd'hui, le joueur, il n'a pas de vue claire sur la manière dont ces données sont utilisées, collectées, et il n'a pas non plus de réel pouvoir d'agir. C'est-à-dire que si on est contre ce qui se fait dans le jeu Fortnite, à part ne pas jouer, voilà, on ne peut rien faire. Il est donc essentiel de renforcer les droits et le contrôle des utilisateurs. Et voilà, c'est tout pour ma présentation.
Bonjour à tous. Donc je m'appelle Pierre Ferenbach, je suis docteur en droit privé. J'ai rédigé une thèse sur le statut juridique du jeu vidéo qui portait principalement sur les questions de droit d'auteur. Et donc je me joins à tout le monde pour remercier Johan et tous les intervenants qui ont contribué à la réalisation de cette journée et notamment de m'avoir permis de participer à la question de la régulation du marché du jeu vidéo, notamment dans le contexte de plus large de la question de la surveillance. J'ai fait le choix, moi, d'approcher une approche assez large de la question de la régulation du marché du jeu vidéo, en se posant concrètement une question. Lorsqu'on se pose la question de la régulation du marché du jeu vidéo, c'est qui régule quoi? Voilà. Concrètement, donc, ils sont potentiellement très larges, donc forcément, il y aura beaucoup d'exemples qui ne visent pas à l'exhaustivité. En partant du principe que le jeu vidéo, alors j'ai l'impression que, même moi je disais ça quand j'ai commencé ma thèse, mais qu'on dit toujours que c'est un phénomène récent, alors même que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il est là. Une chose est sûre, c'est que j'ai quand même l'impression que le jeu vidéo n'est plus ou ne doit plus être analysé comme il l'était au tout début dans les années 70-80, aujourd'hui en 2025. Ça c'est une évidence. C'est une industrie qui est nécessairement plus la même en termes de taille, en termes d'enjeux, qu'il y a maintenant de nombreuses années. De sorte que lorsqu'on s'interroge sur la régulation du marché du jeu vidéo, les acteurs ne sont plus les mêmes de la régulation, de la même façon que le contenu n'est plus le même, et le contenu ne peut plus être le même de cette régulation-là. Donc concrètement, lorsque on s'interroge sur les acteurs de la régulation du jeu vidéo, moi le premier élément marquant, c'est qu'il y a une véritable dispersion. Lorsqu'on parle de régulation, de manière générale, et plus précisément de régulation du jeu vidéo, on pense directement au pouvoir public, qui vont élaborer une norme avec une intention précise ou non d'ailleurs, pour justement venir s'appliquer à un marché, un produit et le réguler. Concrètement, donc ça passe directement par l'adoption d'une norme. Un élément déjà particulier à noter en matière de régulation du jeu vidéo, c'est que très rapidement on s'est rendu compte lorsqu'on avait beaucoup de débats, parfois un peu mal placés, qu'on a souvent d'ailleurs lorsqu'on a des contextes particuliers socio-économiques sur le contenu et les contenus dans le jeu vidéo. Je dis pas que le jeu vidéo n'est pas sans danger, mais on a souvent des débats qui sont très orientés à tort. Un élément marquant, c'est qu'on parle des pouvoirs publics qui vont positivement élaborer la norme. On a un exemple frappant en matière de jeux vidéo, c'est celui où les pouvoirs publics vont indirectement pousser les acteurs du secteur à s'autoréguler. La signalétique, par exemple PEGI en matière de jeux vidéo, est un exemple frappant où alors les acteurs ils ont trouvé un intérêt ils étaient très intéressés par cette initiative-là. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus simple entre guillemets de s'autoréguler, de se placer soi-même sous surveillance plutôt que de subir une régulation étatique. Mais l'exemple typique de PEGI, qui justement est une initiative de l'Union européenne, de la France et de plein de législations nationales visant à justement pousser les acteurs du secteur à mettre en place une autorégulation sur la question de l'information du public, notamment la jeunesse et même indirectement donc des parents à l'époque, sur les contenus présents dans les jeux vidéo, signalétique qui est aujourd'hui reconnue officiellement par l'État français. Dans les acteurs publics aujourd'hui, on est toujours dans cette idée de dispersion, on remarque nécessairement qu'il y a une pluralité, une importante dispersion des autorités administratives indépendantes et des établissements publics. Donc là encore une fois, on a une quantité non exhaustive, mais d'autorités publiques indépendantes ou d'établissements publics, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL que vous connaissez nécessairement, qui au regard de l'évolution même du jeu vidéo, qui est un objet culturel, ludique, mais aussi numérique et technique, fait appel, comme ça a été mentionné juste avant, à la collecte et au traitement de nombreuses données personnelles, où on a un exemple très récent d'ailleurs d'un éditeur français de jeux vidéo très en vogue, de jeux mobiles notamment, et qui repose précisément sur le modèle de la collecte de la donnée et de son exploitation, qui a fait l'objet d'une amende extrêmement importante en 2023. Deuxième exemple, c'est la soumission de fait, ou en tout cas la surveillance du jeu vidéo aujourd'hui par l'autorité nationale des jeux, anciennement l'ARJEL, justement au regard de ces enjeux de questions de jeux d'argent. Lorsqu'on dit ça en 2025, ou même en 2020 lorsque c'était l'ARJEL, on ne se serait pas posé du tout la question il y a 20 ans ou 30 ans. Voilà. Concrètement, il y a 20 ans ou 30 ans, dire que le jeu vidéo pourrait être mis dans la même case que les paris en ligne ou les jeux d'argent en ligne, donc il y a 30 ans ça n'existait pas, mais en tout cas dans cette idée-là, ça aurait surpris tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, concrètement, la frontière entre ce qu'est le jeu vidéo, qui à l'époque était analysé comme un simple produit de divertissement,
sans enjeu véritablement financier, ou en tout cas très indirectement, la frontière aujourd'hui est beaucoup plus floue. Lorsqu'on parle des compétitions de jeux vidéo avec un enjeu financier, lorsqu'il s'agit de dépenser de l'argent pour participer à une compétition, lorsque ça a été mentionné tout à l'heure, la question des lootbox, nécessairement la frontière est beaucoup plus floue. De manière plus diffuse, on a aussi la question de l'ARCOM, qui est née de la fusion du CSA, le régulateur, le gendarme de l'audiovisuel, auquel n'est pas soumis le jeu vidéo, et surtout de l'ADOPI, qui va donc s'assurer la matière, en tout cas agir en matière de lutte contre la contrefaçon. Et c'est un exemple aussi qui me tient à cœur, c'est la question du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui va en fait agir pour attribuer et instruire les demandes d'agrément dans le cadre du crédit d'impôt aux jeux vidéo, et donc qui nécessairement va être amené à réguler et surveiller le secteur en faisant un tri, puisque le crédit d'impôt aux jeux vidéo, qui retrouve ses sources dans le code général des impôts, dans le code du cinéma et de l'image animée. Pour une parenthèse, on voit d'ailleurs que on a intégré le jeu vidéo dans cette partie-là, le code du cinéma et de l'image animée, alors que, encore une fois, on essaie très souvent de faire le distinguo entre le cinéma et le jeu vidéo, qui seraient deux arts divergents sur bien des points. Mais en l'occurrence, qui va faire un tri, qui va attribuer ou non les demandes d'agrément pour bénéficier in fine du crédit d'impôt avec un enjeu financier extrêmement important en France. Je pense que lorsqu'on parle d'acteurs de la régulation du jeu vidéo, on remarque aussi une dispersion. On ne peut pas aussi, je pense, faire l'économie du fait qu'il n'y a pas que des acteurs publics. Lorsqu'on parle de la régulation des acteurs de la régulation du jeu vidéo, nécessairement on remarque que les acteurs privés sont forcément et jouent forcément un rôle de surveillance et de régulation. Ça a été mentionné tout à l'heure, lorsqu'on parle du secteur du jeu vidéo, on sait que c'est aujourd'hui un secteur qui est extrêmement organisé et nécessairement aussi extrêmement hiérarchisé. Si on part du haut de la chaîne, en quelque sorte, forcément un petit peu synthétique et schématique, mais les fabricants de consoles, aujourd'hui extrêmement importants, et les plateformes de distribution dématérialisées jouent un rôle de régulation, puisqu'elles vont avoir intérêt à réguler leur écosystème, définir ce qui est publiable, ce qui ne l'est pas, imposer des standards techniques, juridiques et éthiques, de sorte à déterminer les conditions de publication, de monétisation et de modération. Si on descend dans cet organigramme en quelque sorte d'un cran, les éditeurs aussi jouent un rôle de régulateur, puisque que ce soit d'un côté dans leur relation avec les studios de création, bien évidemment lorsque le studio de création n'est pas intégré à l'éditeur, et de l'autre avec les utilisateurs, on se rend compte que les éditeurs jouent un rôle de régulateur et de surveillance. Pourquoi? Parce que par les contrats d'exploitation, par leur financement, leurs investissements, ils vont ici nécessairement avoir un impact. Lorsque je parle, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, la question des relations avec les éditeurs et les studios de création, le contrôle par les contrats de commande, les investissements, les conditions de rentabilisation après justement ces investissements-là, et des conditions de cession. Très souvent, on parle de contrat, c'est très souvent aussi unilatéral. Donc toutes ces questions-là sont importantes en détermination du contenu, du calendrier, du design. On a parlé tout à l'heure de conditions de travail qui peuvent être difficiles. Ça fait partie aussi de ces enjeux-là dans la relation entre un éditeur et un studio de création. Et nécessairement, ça parlera peut-être à plus de monde, la question de la relation avec les utilisateurs. Donc pour celles et ceux qui jouent à des jeux vidéo, vous avez tous, j'ai fait pareil, conclu un contrat sans jamais lire la moindre ligne de ce qui était prévu dans les conditions, c'est très mal, mais les conditions générales d'utilisation, les contrats de licence utilisateur finale, qui vont justement venir déterminer les règles d'usage du jeu vidéo, régler certaines questions, ou en tout cas en apparence venir régler certaines questions des contenus créés par l'utilisateur, des comportements plus généralement en ligne, et notamment aussi par exemple de la question de la triche. Je pense qu'il est aussi important de mentionner, lorsqu'on parle de dispersion des acteurs de la régulation du jeu vidéo, c'est du rôle aussi de la société civile en général. On avait beaucoup d'acteurs de protection, notamment de la jeunesse et de l'enfance, lorsqu'on a vu les premiers jeux vidéo arriver, précisément parce que les jeux vidéo sont terriblement dangereux et sont la source de tous les maux dans la société, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, plus largement, on a aussi le rôle très important des associations de protection des consommateurs, à tort ou à raison d'ailleurs, je pense que ça pourrait être une question et sur laquelle on reviendra, où l'UFC qu'au choisir, c'est un exemple frappant, et dans beaucoup d'affaires juridiques à l'origine, notamment avec la revente des jeux vidéo dématérialisés et la victoire des éditeurs en 2024, mais aussi plus récemment fin 2024, début 2025, où l'UFC que choisir contre de nombreux éditeurs a commencé à regarder
l'essor et constater l'omniprésence de la place des monnaies virtuelles payantes dans les jeux vidéo. À côté de cette dispersion des acteurs de la régulation, j'ai fait le choix dans un deuxième temps de m'intéresser sur la question du contenu et des domaines de la régulation du jeu vidéo. Notamment de savoir ce qui est existant, ce qui n'est pas existant, et surtout de savoir quelle adaptation. Alors là encore une fois, il n'y a pas possibilité de faire quelque chose d'exhaustif, mais concrètement, dans un premier temps, si on s'interroge sur la question de la création et du contenu, le droit d'auteur était d'ailleurs initialement l'une des premières questions juridiques traitant du jeu vidéo dans les années 70-80, pour savoir s'il était protégé ou pas. Aujourd'hui, lorsqu'on voit cette question, ça prête un peu à sourire au final, lorsqu'on voit la taille de l'industrie créative qui est culturelle, qui est le jeu vidéo. Il y a toujours une question qui est nécessairement là, c'est celle de savoir dans quelle catégorie, notamment du droit d'auteur, on le fait rentrer, et quel est l'enjeu. C'est celui par exemple de la titularité des droits. C'est une question essentielle qui effraie, ou pas d'ailleurs, beaucoup de studios de création, puisqu'ils veulent s'assurer, et d'éditeurs, puisqu'ils veulent s'assurer que ils soient bien titulaires de droits et qu'ils ne soient pas la cible d'une potentielle action en contrefaçon qui peut coûter et extrêmement cher et porter atteinte à l'exploitation d'un jeu vidéo. C'est une question qui, début des années 2000-2010, a fait beaucoup de débats, qui revient de temps en temps, notamment parce que les acteurs du secteur, en termes de régulation, sont très friands de l'adoption d'un régime spécifique visant à régler spécifiquement leurs questions, parce que, pour des arguments potentiellement intéressants ou non, c'est de mettre en avant leur spécificité pour justement justifier le fait qu'ils devraient bénéficier de règles spéciales pour sécuriser les droits sur la création vidéoludique. Ça pose la question plus large en fait de savoir, notamment en termes juridiques, savoir comment on organiserait, comment on mettrait en place une certaine cohérence entre un ensemble de règles en matière de droit d'auteur qui déterminent des solutions aujourd'hui et ces règles spécifiques-là qui viendraient s'ajouter. En matière d'autorégulation des contenus, là encore une fois, on remarque que bien que la question soit au final un peu ancienne, de l'adoption de règles de codes de conduite par les éditeurs, par les acteurs du secteur dès 2000. Aujourd'hui, c'est une question qui est encore présente, notamment lorsqu'on s'agit d'adapter cette autorégulation. On a un exemple entre guillemets récent lorsque les premières lootbox sont arrivées, ou surtout les premiers jeux vidéo payants soumis au PEGI ont commencé eux-mêmes, à côté des jeux mobiles gratuits, où c'était peut-être un peu plus justifié en quelque sorte économiquement, ont commencé eux-mêmes à intégrer des microtransactions dans un jeu qu'on achète 60-70 €, et notamment des lootbox, avec l'ajout par exemple d'une mention obligatoire et l'adaptation de ce contenu-là. La question de la régulation et des contenus de la régulation pose ici notamment dans un deuxième versant, c'est celui de la question de l'exploitation et des usages. Là aussi, encore une fois, lorsqu'on décrit le jeu vidéo, alors encore une fois je ne vais pas dire que c'est un phénomène qui est récent, ce n'est plus le cas, mais il est clair que l'exploitation et l'usage du vidéo est totalement différent, comme ça a été mentionné précédemment, entre les années 70, 80, 90 et en 2025, ça c'est évidence. Se pose donc nécessairement la question de l'adaptation de la régulation existante à ces modèles d'exploitation et ces usages. Concrètement, alors là encore une fois, c'est sans prétendre à l'exhaustivité, mais lorsqu'on s'interroge de manière plus généralement à la question de la dématérialisation complète, où aujourd'hui on se rend compte que le jeu vidéo qu'on achète, même en boîte physique, il n'y a plus de jeu à l'intérieur. Voilà, on a droit à un code d'activation qui nous permet d'aller sur une plateforme pour télécharger un jeu vidéo, ou alors on passe directement par une plateforme qui nous permet de le télécharger au nombre de fois qu'on le souhaite sur une durée qui serait indéterminée. Ça pose la question, par exemple, de la question de la conformité, avec aujourd'hui en Europe un droit de la, un droit de la consommation qui était très limité à un aspect de bien physique, matériel, et qui posait nécessairement la question de l'adaptation, pas forcément qu'aux jeux vidéo, mais de des extensions de la conformité, de la garantie de conformité à tous les contenus numériques qui ne seraient pas commercialisés seulement par le biais d'un CD, d'un DVD, d'une cartouche. Ça pose la question aussi de notre vision de ce qu'est le droit du joueur sur son jeu, et notamment le droit pour lui de le revendre. On a un arrêt extrêmement important du 23 octobre 2024 de la Cour de cassation qui est venu répondre à cette solution, à cette question-là, en constatant et en décidant qu'il n'était pas possible de procéder à la revente des jeux vidéo dématérialisés. Question qui juridiquement
était extrêmement importante pour les acteurs du secteur, notamment parce qu'en fait on avait un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu en 2012 qui avait autorisé la revente des logiciels qui n'étaient pas vendus, je dis bien avec des gros guillemets, par le biais de supports matériels. Et donc nécessairement la première question qui s'est posée en voyant cet arrêt-là, on a un arrêt qui nous parle des logiciels, est-ce qu'on peut faire pareil pour les jeux vidéo? Je pourrais mentionner aussi l'exemple du géoblocage des clés d'activation qui a été un procédé interdit. On pourrait mentionner l'exemple de l'abandon de l'exploitation des jeux vidéo, de la microtransaction, du pay to win des monnaies virtuelles, ou plus largement des modèles reposant sur les données personnelles. Et dernier aspect, très rapidement, c'est sur la régulation des usages. On se rend compte que le jeu vidéo est un marché sous surveillance constante, puisque l'organisation des compétitions avec des enjeux aujourd'hui financiers potentiellement extrêmement importants, nécessitant un sacrifice financier des joueurs ou des clubs participants, faisait et fait partie aujourd'hui d'une catégorie qui est celle du jeu d'argent. Et qui donc, jusqu'en 2016, était théoriquement illicite, alors même qu'on avait des compétitions de jeux vidéo dans toute la France et régulièrement qui étaient organisées. Et encore une fois, on a mentionné tout à l'heure aussi l'exemple, c'est que le jeu vidéo n'est plus un simple loisir, entre guillemets ludique chez soi, c'est aujourd'hui un loisir qui est professionnalisé, avec, jusqu'en 2016, en théorie, on avait, même aujourd'hui encore d'ailleurs, une certaine insécurité juridique avec une démocratisation extrêmement importante du statut d'auto-entrepreneur pour tous les joueurs, avec un fort risque de requalification des contrats de travail, notamment au regard potentiel du lien de subordination juridique. On a eu en 2016, pour répondre à cette question-là, alors c'est très peu utilisé encore en France, la création d'un statut spécifique justement visant, sur le modèle du sport d'ailleurs, visant justement à essayer en quelque sorte de venir répondre à cette insécurité juridique. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les trois pour vos présentations à la fois très intéressantes et qui se répondaient sur pas mal d'aspects et qui permettaient de poser un premier cadre intéressant des questions de régulation du jeu vidéo. J'ai envie tout de suite, on va se donner en gros une vingtaine de minutes de questions, d'échanges, etc. Donc j'ai envie tout de suite de vous donner la parole et puis on pourra comme ça créer l'échange. Je vous en prie. Bonjour, j'avais une petite remarque et une question. La première remarque pour Madame Detis Martinez. Il y a eu une conférence il y a une semaine ou deux à Aix-en-Provence sur le droit des jeux vidéo et on a eu l'occasion de discuter avec un DPO du coup de Activision qui nous a parlé un petit peu de sa politique de confidentialité. C'était un peu pour rebondir là-dessus, sur le quoi et le qui. Et c'est rigolo parce que finalement, il était dans son rôle aussi de gentil DPO d'Activision, qui doit en fait rabâcher son même document devant le public à ce moment-là. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans le quoi, donc quelles données, c'est que quand on nous présente je crois que c'était les données récoltées automatiquement, les données fournies et les données d'inscription, je crois. Ouais, voilà. En fait, c'est une tactique qui est hyper efficace, selon moi, hein, de cacher tout ce qui est données inférées. Quand on met l'emphase sur, en fait, les seules données qui existent dans le jeu vidéo, vous nous les donnez sciemment. Alors que en coulisses, et c'est là où la majorité des données des joueurs repose, c'est tout, en fait, tout le travail d'inférence qui leur permet de faire le ciblage, etc. derrière. Et j'ai trouvé ça assez remarquable que même un humain, quand on l'a devant nous et qu'on le secoue pour avoir des réponses, c'est pareil qu'une politique de confidentialité à ce moment-là. Et pour le qui, donc un peu pour qui les données, et là c'est juste mon petit regard de juriste, si je peux un peu contribuer. La Cour de justice de l'Union européenne, il y a quelques semaines, a apporté une réponse un petit peu sur la question des tiers à spécifier dans les politiques de confidentialité et a fait une distinction assez intéressante sur l'obligation d'information pour les tiers. D'une part, il y a écrit donc
il faut détailler quels sont les destinataires ou les catégories de destinataires. Ça, c'est ce qui est écrit dans le RGPD. Du coup, forcément, quand on est industriel, on s'embête pas, on met les catégories comme ça, on reste flou. Comme ça, le joueur, il peut chercher autant qu'il veut. Bon, vous avez le courage d'aller jusque dans les catégories un peu business pour trouver que des données sont stockées sur AWS. Bref, je fais rapide. La Cour de justice a dit quand on fait une demande d'accès, quand on fait cette démarche-là, on a la possibilité d'obtenir la liste exhaustive aujourd'hui. Ce qui peut changer quand même quelque chose pour le joueur. Il peut enfin avoir ses réponses. Bon, c'est très théorique, on va voir ce que ça donne. Exactement. Oui, on leur demande les DPO, ils en reçoivent jamais. Pour Monsieur Pillot, alors il y a ce côté, le point de vue économique, pour lequel genre, ça sert à rien d'interdire quand on laisse d'autres marchés équivalents avec les cartes Panini, etc., à interdire les lootbox. Moi, je vous avoue, je suis pas d'accord et j'aimerais un peu avoir votre point de vue là-dessus. Pour moi, les lootbox, ça concerne beaucoup plus de gens que les cartes Panini. Ça concerne un marché qui est florissant, qui touche du coup beaucoup plus d'enfants, notamment. Et c'est souvent couplé à des techniques, à des stratégies commerciales qui sont, à mon sens, bien pires que ce qu'on peut avoir dans des supermarchés ou dans des boulangeries. Parce qu'on paye avec des monnaies qu'on ne comprend même pas pour des biens dont on ne connaît même pas le contenu ni la rareté de... Est-ce qu'on va avoir le Zinedine Zidane de Fortnite quand on va faire utiliser cette loot box? Je trouve ça vraiment très différent pour l'impact que ça a sur le public et sur les techniques qui sont couplées à la loot box qui est en elle-même un dark pattern quand même. Enfin, il faudrait quand même partir au moins de ce constat-là pour, à mon avis, en discuter, on va dire, un peu plus sérieusement. Norma. Juste merci. Je reviendrai après pour avoir les détails. J'ai, me semble-t-il, commencé mon intervention en disant que si aujourd'hui on met le secteur du jeu vidéo sous surveillance accrue, c'est aussi parce qu'il a atteint une certaine taille. Et évidemment, la question à la fois des destinataires des lootbox et puis de l'amplitude qu'il peut y avoir derrière est quelque chose qui nécessite qu'on l'encadre. J'ai pas dit encore une fois, hein, j'étais contre l'interdiction, j'ai pas dit que j'étais pour une libéralisation totale des lootbox. Hein, qu'on soit d'accord. Maintenant, je vous explique le point de vue de l'économiste en faisant un parallèle avec les paris en ligne et notamment l'économie des casinos. On a un parallèle à faire sur le plan économique avec ce qui s'est passé en matière de libéralisation du marché des casinos aux États-Unis. Il faut voir les États-Unis au début des années 30 comme 50 États en concurrence en fait, hein. Pas un État fédéral où tout le monde est copain, etc. Non, il y a 50 États en concurrence. Et puis il y a un État qui prend la décision un jour de libéraliser les jeux d'argent et de hasard. C'est le Nevada, dans un petit endroit qui s'appelle Las Vegas. Et on a un premier casino qui arrive à Las Vegas, puis évidemment ça commence à créer de l'émulation. On voit qu'il y a beaucoup de populations qui sont intéressées pour venir s'adonner au plaisir du jeu sur Las Vegas. Donc derrière, deuxième casino, troisième casino, tout un écosystème derrière, plus ou moins malsain d'ailleurs, qui se met en place et ça crée une zone d'attractivité économique en plein milieu du désert en fait. Hein. Et donc d'autres États, dans les années qui vont suivre, vont se poser la question de savoir si on va légaliser, libéraliser le marché du jeu d'argent et de hasard. Et puis on se rend compte que lorsque les États commencent à le faire les uns avec les autres, les premiers en fait entrés sur le marché sont les mieux servis. Et ce qu'on peut démontrer sur le plan économique, c'est que sur ces marchés où vous avez des nouvelles pratiques qui émergent, dont on se pose la question de savoir si on les libéralise ou pas, il y a un avantage assez phénoménal au premier entrant. Et l'entrée et l'attractivité économique du premier entrant qui crée tout un écosystème qui flèche les investissements par lui, qui crée des emplois, etc., fait des envieux qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, même si sur le plan moral, ils ne sont pas d'accord, ils vont s'y mettre. Et en vérité, il vaut mieux être parmi les tout premiers que de laisser passer le train. Parce qu'on n'arrête pas un train en marche. Et ce qui est en train de se passer sur l'e-sport, la mise en place de l'économie autour des compétitions et évidemment l'économie parallèle de prise de paris sportifs, je pense que ça va se passer exactement comme la vague de libéralisation des jeux d'argent et de hasard
aux États-Unis pour ce qui concerne les casinos. C'est-à-dire que les pays qui vont dégainer les premiers, qui vont laisser la pratique se développer, attendu que de toute façon, on n'arrête pas un train en marche, comme Shakespeare le disait, ce que tu ne peux empêcher, il faut l'embrasser, en vérité, ce seront les pays qui vont bénéficier davantage des retombées économiques qui vont de pair avec le développement de cette activité. Et le fait est qu'à force d'attendre, on sera poussé à un moment donné par l'écosystème à libéraliser quelque chose, mais si on le fait tard plutôt que tôt, on en bénéficiera moins. Et sur les lootbox, c'est un peu la même chose. Ça fait partie aujourd'hui vraiment consubstantielle de l'économie du jeu vidéo. On a des éditeurs qui disent qu'aujourd'hui, ils ont des business models qui reposent aussi, pas tout le temps, et pas intégralement, sur ce type de monétisation. Et ma vision d'économiste et mes travaux d'économiste m'amènent plutôt à dire comment est-ce qu'on encadre la chose plutôt que comment est-ce qu'on l'interdit ipso facto. Comment est-ce qu'on l'encadre? Ça veut dire peut-être donner des obligations et des responsabilités particulières aux éditeurs pour qu'ils soient en mesure de détecter les profils à risque et les dénoncer pour qu'on les mette sous protection. Pourquoi pas? On peut tout imaginer, mais l'interdiction per se, juste parce que le jeu vidéo aujourd'hui concerne des centaines de millions de personnes, notamment des mineurs, et parce que en fait c'est du numérique, c'est du big business, donc c'est pas bien. Moi, c'est pas ma tasse de thé, et sur le plan économique, je peux vous garantir que c'est pas efficient. Alors, il y a une autre question. Est-ce que si vous voulez descendre, je suis désolé si comme ça c'est plus simple aussi pour enregistrer. Bonjour à tous, merci pour votre intervention. Alors je vais avoir plus une réflexion, on remet une pièce dans la machine, et une interrogation. Alors la première, c'est concernant justement la régulation et les autorités de régulation. Ce que vous avez un petit peu évoqué, c'est notamment les régulateurs privés, où finalement tout est stocké forcément sur des bases de données, des centrales data, mais qui sont hébergées dans des pays, et donc du coup, ils dépendent de la régulation et de la législation du pays. Quid du coup de ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, et notamment la question de la modération, où on a vu que par exemple Facebook avait carrément enlevé complètement son service de modération. Et donc pour les jeux vidéo, aussi pour la protection des joueurs, pour notamment quand on est sur des systèmes de forums, etc., éviter les cyberharcèlements et compagnie. Donc, petite pièce, voilà, savoir comment on régule par rapport à ça. Et la deuxième, c'est plutôt sur le modèle économique. Vous l'aviez évoqué, avant c'était matérialisé, on pouvait s'échanger les boîtes, voire même les partager, tester des jeux aussi, hein, de console à console, d'amis, famille, etc. Aujourd'hui, si ça passe par la dématérialisation, c'est-à-dire qu'il faut créer un compte, c'est-à-dire qu'on n'a même plus la possibilité dans un même foyer d'avoir un jeu et possiblement plusieurs joueurs, où il faut, ça peut vite devenir compliqué avec compte, et on peut même plus jouer ensemble, ou du moins ça peut, selon certains jeux, puisqu'en effet par exemple sur Call of on peut mettre plusieurs comptes, comme vous l'aviez cité. Mais plutôt sur la partie, à partir du moment où on ne peut plus les revendre, est-ce que finalement, comme il faut créer un compte pour pouvoir jouer, est-ce que le modèle économique n'est plus le principe du jeu et du divertissement pour les éditeurs et développeurs, mais finalement, c'est le joueur et donc la collecte de données qui devient le produit et finalement l'objectif final de l'industrie du jeu vidéo. J'avais une partie là-dessus dans ma présentation que j'ai dû supprimer parce que pour pas dépasser le temps, mais c'est qu'on observait, en fait, du coup, quand j'étais dans la partie sombre du business, du web, d'Amazon, etc., j'ai trouvé une vidéo d'un ingénieur de Fortnite qui présentait les résultats avec les données, enfin comment il utilisait les services d'Amazon, et qui a présenté son jeu donc au public comme ça. Il a dit, donc on a Epic Games, on a développé un des jeux les plus populaires du monde, et ça a évolué donc c'est plus un jeu, ça a évolué en une plateforme de divertissement qui accueille de nombreux événements interactifs. C'est-à-dire qu'il a présenté son jeu comme un panneau publicitaire en fait. Et moi ça me pose question, c'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle de jeu qui plaçait le joueur
comme consommateur, c'est-à-dire qu'on va améliorer les services du jeu, par exemple, à partir des données. On utilise les données pour améliorer le jeu au service du consommateur et de son expérience. Un modèle, on a un jeu qui utilise le joueur non plus pour son propre service, c'est-à-dire pour améliorer son expérience de jeu en tant que joueur, mais pour vendre le joueur à des prestataires, à des tiers, à des services autres. Et donc oui, c'est très intéressant, c'est-à-dire que le joueur n'est plus finalement le consommateur final du jeu, mais plutôt un intermédiaire par lequel on peut revendre le jeu à d'autres personnes, à d'autres entités, quoi. Question vraiment extrêmement pertinente. Vraiment, c'est superbe. Je voulais juste apporter un petit bémol quand même à ce que tu viens de dire, et ce qu'on pourrait laisser un peu penser. Ces nouveaux business models-là n'ont pas complètement tué l'ancien, hein. On a toujours des Jedi Survivor, on a toujours des GTA qui sont, hein, où le but c'est quand même de vendre une boîte de jeux et l'expérience qui va avec, hein. Donc il y a encore des jeux vidéo avec des business models traditionnels qui font de la résistance, d'accord? Il y a juste une complexification qui amène aussi des nouvelles réflexions sur les business models. Ce que vous avez dit tout à l'heure est extrêmement pertinent, mais en vérité, l'économie de la revente de jeux vidéo, elle n'était pas plus légale dans les années 80 qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'accord? C'est en revanche, moi ce que j'aime bien pointer à ce niveau-là, c'est une question d'hypocrisie des éditeurs, mais aussi parce que les éditeurs ont changé, ce ne sont plus les mêmes, encore une fois. Donc déjà dans les années 80, ce qu'on achetait, c'était une licence d'utilisation d'un jeu vidéo. C'est pas la propriété du jeu vidéo et donc pas le droit de le revendre, le jeu vidéo. On a une économie parallèle qui s'est mise en place et qui a été regardée de loin et de façon plutôt bienveillante au départ par les éditeurs de jeux vidéo, parce qu'on était en incapacité technique d'intervenir sur le marché pour la faire interdire. Mais donc oui, effectivement, il y avait les magasins de jeux vidéo d'occasion dans lesquels on pouvait revendre, acheter des jeux, etc. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Et pourquoi est-ce que je parlais d'hypocrisie? C'est parce que les éditeurs, qui au départ étaient plutôt des créatifs que des financiers, en vérité, ce qu'ils voulaient surtout, c'est que les gens jouent à leur jeu. Et donc, le fait qu'il puisse y avoir une économie souterraine du jeu vidéo, une économie seconde main, c'était plutôt cool parce que ça permettait au jeu de se diffuser. Et le jeu se diffusant auprès de plus de joueurs qu'il ne l'aurait fait sur la vente en première espèce, ça permet de sensibiliser au travail de certains artistes et se dire le prochain jeu, il se vendra d'autant mieux parce que les précédents se sont mieux diffusés. Business model d'édition classique en fait. Mais dès qu'on a été en mesure sur le plan technique de commencer à observer et à freiner cette activité de revente illicite de jeux vidéo, ça s'est fait dès le début des années 2000. On a vu des éditeurs mettre des DRM en fait sur les jeux vidéo pour empêcher la revente, ou en tout cas la rendre plus compliquée, la revente de jeux vidéo d'un joueur à un autre. Mais c'est aussi parce que les enjeux financiers, entre-temps, ont pris le dessus sur les enjeux créatifs parce que les enjeux sont colossaux en fait. Parce que une boîte aujourd'hui, si elle loupe la rentabilisation d'un jeu qui a coûté plusieurs centaines de millions, c'est la banqueroute quasi assurée en fait. Donc il y a les deux faces en fait de la même pièce, et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez raison, dans certains jeux vidéo, l'objectif stratégique est moins le développement du jeu pour l'expérience d'utilisation qui va en découler que la monétisation de ce jeu vidéo par parfois l'intrusion dans l'intimité du joueur et la connaissance de ces stimuli mentaux qui vont permettre de créer de l'engagement, et derrière l'engagement, de la monétisation des datas de façon indirecte et éventuellement de microtransactions de façon très directe. On va prendre une dernière question et après de toute façon on pourra continuer les échanges de manière plus informelle autour d'un café juste après. Alors vous êtes... Allez-y, je vous en... Par contre il faut que vous approchiez un peu pour poser la question. Voilà, et après on pourra de toute façon continuer de manière plus informelle. Bonjour et merci pour vos présentations très intéressantes. Alors j'ai une question en rapport du coup aux sciences de l'information, de la communication et de l'économie sur justement ce modèle que je vais appeler pour simplifier le modèle Fortnite. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir une fatigue entre guillemets des joueurs et des joueuses? Parce que j'ai pu constater que le modèle Fortnite avant même d'arriver ici n'était pas exactement le modèle le plus apprécié des joueurs et des joueuses, qu'il était de plus en plus contesté, y compris par des personnes qui appréciaient le jeu.
et qui justement commençait à se lasser du système de microtransactions et de la façon dont ça se répand aussi dans d'autres jeux vidéo qui au départ n'avaient pas forcément ce modèle, ou en tout cas dont ce modèle n'était pas forcément dominant dans la manière de penser les mises à jour et l'évolution du jeu. Je pense à League of Legends qui est passé d'un MOBA à aussi du coup quelque chose de très plateforme. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque à la fois du coup d'une fatigue des joueurs, donc d'une fatigue de la façon dont les joueurs reçoivent ce jeu, donc là c'est pour la partie science de l'information et de la communication, et du coup sur l'efficacité économique de ce modèle. Ça c'est la question économique. Merci beaucoup pour votre question. Alors je vais répondre, mais je vais pas trop répondre non plus, parce que je pense que c'est une partie qui m'intéressera pour le deuxième pan de ma thèse. Donc là, en fait, le premier chapitre, c'est vraiment une analyse des modèles économiques des jeux et de ce qui est mis en place dans les jeux. Et puis, bientôt, je mènerai des entretiens en fait avec les joueurs eux-mêmes, donc notamment les jeunes, pour comprendre ce qu'ils retirent en fait de ces modèles et pourquoi. Est-ce qu'ils sont conscients de ces modèles, et s'ils sont conscients, qu'est-ce qu'ils en retirent, comment est-ce qu'ils se les approprient aussi, parce que on n'est pas forcément passif non plus dans ces modèles. Il y a plein de joueurs qui sont conscients et qui tirent du bénéfice eux-mêmes ou qui vont détourner la manière dont le jeu est présenté, etc. Donc, essayer de comprendre un petit peu ça et ça pourra aussi tenter de répondre à cette question. Voilà, qu'est-ce que ça apporte aux joueurs et est-ce qu'il y en a qui sont contre ces modèles mais qui jouent quand même. Voilà. Et pour le reste, je pense que tant que ça marche, tant que ça fait de l'argent, c'est là. Enfin, je veux dire, peu importe si le joueur est lassé, tant qu'il y a de l'argent qui rentre chez Fortnite, je pense qu'ils vont poncer jusqu'à la fin ces modèles économiques et ça continue de croître parce que cet été, il y a eu une grande conférence avec Disney qui expliquait comment est-ce qu'ils allaient encore plus nouer des liens. Actuellement, la saison Fortnite, c'est Star Wars. Quand il y a eu la sortie du dernier Marvel Thunderbolt, dans la boutique, on a du Thunderbolt. Enfin voilà, donc c'est des choses qui pour l'instant sont très actuelles et voilà, peut-être que si même en interne ils discutent à une évolution, pour l'instant c'est là et ça continue d'être comme ça. En fait, tu as déjà quasiment tout dit. En vérité, les phénomènes de lassitude, si on pouvait les prévoir, en vérité, il n'y aurait jamais d'erreur commerciale. Mais c'est vrai que fut un temps, le jeu vidéo, c'était beaucoup de platformers, par exemple. Bon, aujourd'hui, les jeux de plateforme sont plutôt marginalisés qu'ils ne sont extrêmement dominants. Donc il y a des modes qui évoluent et à travers les modes qui évoluent, on peut aussi avoir une certaine lassitude autour de certains modèles économiques. Les MMORPG par exemple ont eu leurs très très grandes heures dans les années 2000. Ça a commencé à décliner dans les années 2010 bon voilà, ça ne veut pas dire que ça ne renaîtra pas. Toujours est-il que effectivement, moi je pose en hypothèse aujourd'hui et c'est une hypothèse, demande à être vérifiée et éventuellement validée, mais que beaucoup de systèmes de gameplay auxquels on a accoutumé les joueurs depuis, on va dire, je dirais la génération entre la PS2 et la PS3. En gros, entre la Xbox 360 et peut-être la Xbox One. Donc ça commence à faire quand même plus de 15 ans. La répétitivité de certaines formes de gameplay peut amener les joueurs effectivement à une certaine lassitude. Et c'est là qu'il y a un paradoxe. Parce que d'un côté, on a la financiarisation de l'industrie qui pousse les éditeurs à faire à peu près tous la même chose. Bah oui, parce qu'on a des modèles qui nous démontrent que ça marche. Ça a marché par le passé, donc ça devrait continuer à fonctionner. Que ces modèles économiques, ils fonctionnent. Ils ont fonctionné par le passé, ils devraient continuer à fonctionner. On a des actionnaires derrière qui disent, oui, on veut de la rentabilité. Et dans le même temps, ça les pousse tous à faire à peu près les mêmes types de jeux, avec les mêmes types de gameplay, avec les mêmes types de mécanismes économiques sous-jacents. Et si derrière, ça provoque une désaffection massive des joueurs, alors on aura une crise économique majeure sur le jeu. Et il est là peut-être dans l'industrie du jeu vidéo. Peut-être que là on a un paradoxe. Voilà, ce système de financiarisation qui pousse à la standardisation, à l'uniformisation, pourrait créer un phénomène de lassitude vraiment assez fort et massif, qui pourrait provoquer une crise économique. Mais encore une fois, un économiste, il n'a pas peur des crises économiques. Les crises économiques sont des moments de remise en cause en fait des industries et de la façon de fonctionner des industries. Donc si le jeu de vidéo devra en connaître une nouvelle, parce qu'on a déjà eu une par le passé, pourquoi pas.